Et à tous, je suis très heureux de vous accueillir. Merci d'être venus si nombreux comme ça de bon matin. Bienvenue donc à la 4e édition du forum du CNRS. Que reste-t-il à découvrir? Jusqu'à 18 h, vous allez pouvoir participer aux 17 débats, conférences qui vous sont proposés ici, avec des chercheurs de toutes disciplines. Et puis, évidemment, il n'y a pas que le public ici présent à la Cité des Échanges de Marembarreuil. Il y a aussi Internet avec sur le site du forum du CNRS les internautes qui peuvent suivre les débats, qui peuvent aussi y participer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, vous, ici dans la salle, poser des questions. Il y a des micros qui circuleront pour que vous puissiez interroger nos intervenants. Mais ceux qui nous suivent sur Internet pourront également le faire, soit avec le numéro de téléphone qui s'affiche sur leur écran. Vous pouvez nous envoyer des SMS, vos questions seront relayées sur le plateau. Vous pouvez également intervenir via Twitter avec le hashtag Forum CNRS. Alors pour ce premier grand débat intitulé Comportement, mémoire, ce que dévoile l'épigénétique, je suis heureux d'accueillir nos 3 intervenants, Isabelle Mansuy, Sarah Morley-Fletcher et François Tronche. Bienvenue à tous les 3. Alors je vous les présente un tout petit peu plus en détail. Isabelle Mansuy, vous êtes professeure à l'Université de Zurich et à l'École Polytechnique de Zurich. Sarah Morley-Fletcher, vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille 1. Et François Tronche, directeur de recherche CNRS à l'Institut de biologie Paris-Seine. Alors aujourd'hui, la question principale de ce débat, c'est à quel point notre environnement, les expériences que nous vivons, peuvent s'inscrire dans notre corps, s'imprimer dans nos cellules, comme une sorte de mémoire qui influerait sur notre comportement, mais aussi sur notre mémoire et parfois jusqu'à notre descendance. Les scientifiques emploient le terme d'épigénétique. On va peut-être définir ce mot, peut-être pour commencer, pour être sûr de savoir de quoi on parle. Sarah Morley-Fletcher. Ça marche, on vous entend. Ça marche. Bonjour. Alors, donc, par l'épigénétique, on entend l'ensemble de processus moléculaires influencés par l'environnement qui vont modifier l'expression des gènes sans néanmoins modifier la séquence de l'ADN. Et donc, ces modifications sont différentes par rapport à... L'épigénétique est différente par rapport à la génétique, dans la mesure où la génétique est quelque chose d'irréversible, la séquence des gènes est donnée. Par contre, l'épigénétique va modifier l'expression des gènes et ces marques peuvent être transmises, mais peuvent aussi être effacées. Donc, il y a un caractère dynamique dans l'épigénome. C'est donc la façon dont les gènes vont s'exprimer. Il y avait le génome, il faut aussi compter désormais avec l'épigénome. Oui, si je peux rajouter un élément. Parlez bien près du micro. Oui. Donc l'épigénome, l'épigénétique, enfin, les facteurs épigénétiques, on peut définir ça d'une façon globale comme tous les facteurs qui sont sur l'ADN, donc sur la séquence des gènes, et autour de l'ADN, qui modifient l'activité du génome. Et dans cette activité, il y a non seulement l'expression des gènes, donc si un gène est exprimé pour fabriquer une protéine, aussi le gène est réprimé ou silencieux, mais il y a également des tas d'autres façons de réguler le génome par le biais des mécanismes épigénétiques et par exemple la rétrotransposition. Il y a des mécanismes qui permettent de copier et coller ou faire sauter des petits fragments d'ADN d'un endroit à un autre. Et ça, c'est également régulé par les mécanismes épigénétiques. Alors là, vous entrez directement un peu dans le mécanisme biomoléculaire. On aura l'occasion d'y revenir, mais déjà, restons à notre échelle, à ce qu'on perçoit, c'est-à-dire des exemples très concrets, même allons chez l'homme directement, de personnes, d'individus qui ont des génomes identiques, mais qui ne s'expriment pas de la même manière. Il y a des exemples concrets qui permettent de le comprendre? Oui, par exemple, tous les jumeaux monozygotes sont des gens qui proviennent d'un même œuf qui s'est divisé, donc ils ont exactement les mêmes gènes. Ils vont avoir le même épigénome au départ, à la naissance, ou même pendant le développement embryonnaire. Et ensuite, en fonction de leur expérience de vie, leur épigénome va être différent, va se différencier et ça peut aboutir à des caractéristiques différentes chez les deux jumeaux.
caractéristiques physiologiques, mais aussi susceptibilité aux maladies métaboliques, psychiatriques. Donc c'est ça vraiment, c'est l'influence de l'environnement sur un même génome qui peut conduire à des caractéristiques différentes. François Tronche, ce mot épigénétique, d'où vient-il ? Alors, il a été utilisé depuis très très longtemps. Si on regarde dans Gallica, maintenant que l'ensemble des textes sont scannés, en fait, on le trouve au XVIIIe. Les gens l'utilisaient comme adjectif de l'épigénèse. Et l'épigénèse, c'était la théorie du développement d'Aristote. L'idée qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas de germes qui vont d'une génération à l'autre au moment de la formation des générations, mais que ce qui est le plus important, c'est la matrice dans laquelle se développe l'embryon. Et il y a cette idée d'environnement, justement. Et c'était un peu un jeu de mots de quelqu'un qui travaillait sur la différenciation des cellules, Conrad Waddington, dans les années 40-50. Il l'a utilisé plusieurs fois. Il parlait de paysage épigénétique. Et c'était l'idée qu'il y avait à la fois... Ce qu'il avait montré, c'est qu'il y avait des cellules, en fait, qui, selon le milieu dans lequel elles allaient être, allaient avoir des destins cellulaires qui étaient différents. Et donc, c'était le début de l'étude de la différenciation des types cellulaires. Et il avait montré qu'il y avait à la fois une composante génétique, mais il y avait une très grande influence de l'environnement. Pour autant, puisque une cellule pouvait devenir un type cellulaire, une cellule précurseur pouvait devenir un type cellulaire ou un autre, il y avait exactement les mêmes gènes, a priori, au sein de ces cellules-là, et que du coup, l'environnement allait jouer avec les gènes et allait canaliser le destin de ces cellules. Finalement, oui, allez-y. Excusez-moi, l'épigénèse d'Aristote, c'était l'idée qu'il y avait cette matrice qui était importante et que juste le sang se mélangeait au sperme dans la mer et qu'il y avait des embryons qui émergeaient mais qui n'avaient pas encore un air de famille. Et l'air de famille, en fait, venait de ce que la mère ressentait ou voyait et ça s'imprimait sur le corps. Et c'est comme ça que les airs de famille, au travers des générations, apparaissaient. Avec des exemples très précis, assez amusants de ce qu'on pouvait penser de l'influence de ce que la mère vivait sur... C'était la théorie du développement jusqu'à la Renaissance. Et oui, ça fonctionne assez bien. En fait, ça permet d'expliquer toutes les difformités à la naissance, je sais pas, si une dame blanche avait un enfant noir, l'idée c'était qu'elle avait croisé dans la rue un homme noir, elle avait été impressionnée par lui, ça s'était imprimé sur le corps de l'enfant. Ou si un enfant était velu, c'est parce que la mère était rentrée dans une église, avait vu une statue de Saint-Roch qui avait des poils de chèvre sur le dos, et que ça l'avait impressionné tellement que c'était imprimé. C'est resté dans le langage populaire pour les envies, les taches sur la peau. Il y a pas mal de régions où c'est appelé des envies, et l'idée c'est que la mère a eu une envie de manger des fraises ou des framboises et que l'envie s'est imprimée sur la peau de l'enfant. D'accord. Donc ça semble très très loin. Et en fait, c'est une bonne idée de Conrad Waddington. C'est en fait un petit peu ce qu'on voit aussi. C'est-à-dire qu'il y a l'environnement qui va conditionner comment utiliser le patrimoine génétique et comment vont apparaître les formes de corps. Ce que je retiens, c'est quand même cette idée que, en fait, l'épigénétique, c'est le mécanisme qui nous a constitués. C'est-à-dire que pour partir de cette cellule unique dont nous sommes partis au tout départ de l'histoire de notre organisme, il n'y avait qu'une seule cellule, née de la fusion de deux gamètes, celui de notre père et celui de notre mère. Et puis, chaque cellule s'est différenciée pour arriver à former tout ce que nous sommes, nos cellules du cerveau, nos cellules de nos organes, les cellules de notre peau. Et pour ça, il a bien fallu que d'une cellule unique, toutes les cellules se différencient en fonction de la position qu'elles occupaient, de leur influence. Donc là, déjà, ce sont des mécanismes épigénétiques qui font qu'un même génome ne s'est pas exprimé de la même manière sur toutes les cellules de notre corps. Oui, tout à fait, oui. Et les connaissances qu'on a d'ailleurs, Isabelle parlait des mécanismes moléculaires, on y reviendra peut-être après, mais la connaissance des mécanismes moléculaires, ça vient de l'étude de la biologie moléculaire du développement. Et ça a été une question qui intéresse encore les gens, mais qui intéresse les gens depuis assez longtemps, qui était de comprendre comment petit à petit, une cellule qui va être totipotente va donner des cellules qui seront pluripotentes, qui pourront donner plusieurs types cellulaires. Donc totipotente, elle peut devenir n'importe quoi, cette cellule. Oui, ce sont les cellules souches qu'il y a dans les embryons très précoces. Et essayer de comprendre comment petit à petit on va obtenir des hépatocytes et du pancréas, par exemple. Je donne cet exemple parce que ce sont deux tissus assez proches. Et effectivement, pendant très longtemps, les cellules qui vont donner les deux se suivent. Et puis à un moment, elles bifurquent et elles vont donner un organe et l'autre. Un processus de spécialisation. Petit à petit, cette cellule devient de plus en plus spécialisée et n'exprime que quelques gènes, exprime une identité de plus en plus propre. C'est ça ? Oui, c'est ça, parce que chaque cellule du corps contient exactement les mêmes gènes. Mais tous les gènes ne sont pas exprimés dans toutes les cellules du corps. Vous prenez une cellule du cerveau, une cellule du foie, elles vont avoir un panel de gènes exprimés différents.
Et ça, c'est grâce aux mécanismes épigénétiques. Les mécanismes épigénétiques déterminent quels gènes sont exprimés dans quelles cellules. Et au cours du développement, voilà, si les gènes qui vont donner lieu à une cellule hépatique s'expriment dans une cellule qui est encore indifférenciée, cette cellule va devenir une cellule du foie. Ouais. Donc c'est tout ce genre de régulation se fait par les mécanismes épigénétiques, de façon dynamique. Mais c'est ça qui permet de réguler le génome. Alors on va effectuer tout au long de cette rencontre des zooms et des dézooms. Donc là nous étions au niveau cellulaire, revenons au niveau de l'organisme. Et alors on va voir les expériences que vous menez sur des modèles animaux, parce qu'évidemment ça permet de faire beaucoup plus de choses. Mais il y a quand même des cas de figure chez les humains qui ont pu être constatés. Vous citiez notamment les effets négatifs de la famine. On a pu se rendre compte que non seulement ça avait un impact direct au moment où une famine avait lieu sur une personne, mais bien plus diffus tout au long de sa vie, c'est-à-dire que bien longtemps après que l'événement ait eu lieu, et même au-delà, c'est-à-dire que des générations après, la famine laisse des traces. Alors expliquez dans quelles circonstances on a pu constater ça. Il y a plusieurs études qui ont été menées sur différentes cohortes. Une cohorte en particulier en Hollande de l'Ouest, après une famine qui est survenue en 1944, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à cause d'un embargo nazi. Donc il y a eu une famine de plusieurs mois et on s'est rendu compte que chez les descendants des femmes qui attendaient un enfant à ce moment-là, il y avait une augmentation de l'incidence de maladies cardiovasculaires, de diabète, de cancer et une mortalité plus élevée. Donc il y a des tas d'études qui ont été faites sur des milliers de descendants, enfin les personnes d'origine et leurs descendants, sur 2 voire 3 générations, qui a vraiment démontré une augmentation de ces maladies. Il y a une deuxième cohorte qui vient d'un village un peu perdu en Suède, qui s'appelle Överkalix, qui, de par sa situation géographique, est un petit peu isolé, et il y a des archives très précises sur l'alimentation, sur ce que les gens consommaient et ce qui était disponible dans ce village-là. Et il y a exactement la même manière, des analyses ont été faites sur les descendants des gens de ce village. Et on s'est rendu compte que à cause d'une pénurie, c'était pas vraiment une pénurie, mais c'était un apport calorique assez restreint et peu divers, que les descendants de ces gens qui vivaient dans ce village avaient une plus grande incidence de maladies cardiovasculaires, diabète. Et c'est un petit peu compliqué parce que ça dépend si c'était la grand-mère ou le grand-père paternel ou maternel. Donc ouais. Il y a un petit peu des croisements. Mais en tout cas, l'effet est vraiment net. Alors, évidemment, on aura l'occasion d'y revenir, mais déjà, il faut qu'on ait en tête un peu une surprise dans ce genre de constatation, c'est qu'on a la transmission de caractère acquis, c'est-à-dire que des effets environnementaux sur un individu, bon, ça, on se rendait bien compte, hein, par exemple que fumer pouvait augmenter le cancer, enfin que ça avait des conséquences sur l'expression des gènes et les cellules d'un organisme. Mais l'idée que du vécu, des expériences puissent se retrouver 1-2 générations après, là, ça vient un peu quand même à l'encontre de ce qu'on pensait des théories de l'évolution selon Darwin, avec seuls les génomes qui se transmettent de génération en génération. Oui, mais c'est un petit peu la nouveauté du concept d'épigénétique, c'est-à-dire que les mécanismes épigénétiques peuvent varier dans toutes les cellules, y compris les cellules germinales. Donc les cellules germinales, c'est celles qui sont impliquées dans la reproduction, hein, voilà, les spermatozoïdes, les ovules. Exactement. Et il y a des périodes de sensibilité particulières de ces cellules germinales, notamment pendant la vie précoce, où les facteurs environnementaux, que ce soit l'alimentation, les toxiques, comment on appelle ça, les perturbateurs endocriniens ou des traumatismes, peuvent perturber le bagage épigénétique de façon quasi permanente, et ça c'est transmis à travers les générations. Sarah Morley-Fletcher, est-ce qu'on peut donner d'autres exemples chez les humains de ces phénomènes épigénétiques, peut-être aussi au niveau des maladies plus neurologiques, psychiatriques? J'étais justement en train de réfléchir à... il y a d'autres études qui sont effectuées. Et donc, c'est toujours difficile chez l'humain pour pouvoir bien voir donc, les modifications qui sont épigénétiques, mais il y a des études menées par les centres
de stress et traumatisme aux États-Unis et par Rachel Yehuda, qui s'intéressait à la transmission de certaines, à la transmission donc épigénétique chez les survivants de l'Holocauste, de personnes qui ont subi un stress post-traumatique. Et effectivement, on peut voir qu'il y a des modifications, des hyperméthylations chez des gènes donc impliqués dans la réponse au stress, qui sont observés chez les survivants de l'Holocauste et qui sont transmises avec une modification chez la descendance. Ouais. Et c'est vrai, je voulais ajouter une chose par rapport à ce qu'avait raconté Isabelle. Dans l'exemple de la famine hollandaise, il y a un autre concept qui s'ajoute à celui de la transmission épigénétique, c'est celui de la programmation. Effectivement, ces mères qui étaient enceintes au cours de la famine, donc elles avaient un apport calorique de 600 calories par jour, donc extrêmement faible. Donc, ce sont des enfants qui sont nés préterme ou bien avec un faible poids à la naissance. Et donc, ces altérations, l'environnement a influencé les marques épigénétiques en faisant de sorte que tout a été programmé, un phénotype différent a été programmé. Et cette programmation, après, se transmet d'une génération à l'autre. Or, il y a une étude comparative qui a comparé donc, la cohorte hollandaise avec une cohorte russe obtenue pendant le siège de Leningrad. Et effectivement, ces mêmes personnes avaient subi une sous-nutrition pendant la guerre, mais après la guerre, donc, les apports caloriques ne sont pas augmentés de façon trop importante par rapport à la cohorte hollandaise, parce qu'une fois que l'embargo s'est arrêté, les gens commençaient à manger normalement. Et donc, il y a cette idée qu'il y a effectivement une programmation qui se met en place, mais s'il y a un accord entre l'environnement prénatal et l'environnement postnatal, effectivement, il y a certaines troubles qui se mettent en place, mais qui sont moins évidentes lorsque, par contre, les deux environnements sont il y a de désaccords. On parle de mismatch hypothesis, c'est-à-dire que si l'environnement postnatal de développement est très différent, par exemple en termes d'apport calorique, il y a des pathologies qui sont programmées, qui vont s'exprimer et qui, par contre, ne s'expriment pas, par exemple, dans la cohorte russe. Alors, oui, allez-y. Sur ce point-là, pour compléter ce que dit Sarah, l'idée qu'on a maintenant, quand même, c'est que c'est pas si éloigné, enfin c'est pas si hérétique que ça comme idée, le fait que on puisse transmettre aux générations d'après des modifications. Il y a toujours eu des observations en biologie qui collaient pas tout à fait avec la génétique mendélienne. Il y a une histoire de paramutation qui était décrite depuis longtemps, où il y a des choses bizarres, où il y a des mutations qui semblent s'imposer ensuite à toute la descendance, par exemple, des choses comme ça. Et l'idée, c'est quand même que le fait, exactement cette adéquation avec le milieu, c'est que c'est peut-être pas inutile d'avoir un mécanisme qui va permettre à l'organisme qui est en cours de développement, comme embryon, de naître dans un milieu dans lequel il va être parfaitement adapté, que ce soit pour le métabolisme ou pour le comportement. Et pour le métabolisme, par exemple, c'est pas inutile que un corps peut fonctionner à plein de régimes différents. C'est pas, enfin, un régime dans le sens turnover, dans le sens production d'énergie. C'est pas inutile que ce corps-là soit adapté à l'environnement dans lequel il se développe et dans l'environnement dans lequel probablement il va vivre. Et que du coup, si jamais, une fois adulte, on le met dans un environnement complètement différent, ben là, il n'est pas adapté, il a des soucis métaboliques et on voit les mêmes choses pour le comportement. Alors que ça puisse s'expliquer, que ça puisse présenter un intérêt du point de vue de l'évolution, on veut bien l'entendre, mais par contre, il y a quelque chose de dérangeant, presque d'inquiétant, quand on nous dit quelqu'un de traumatisé qui a subi l'Holocauste va ça va avoir des conséquences sur 2 ou 3 générations. Enfin, il y a un côté fatalité assez terrifiant de se dire que ce traumatisme qu'aura vécu cette personne est imprimé dans son corps sur plusieurs générations. En même temps, il y a une bonne nouvelle, c'est que, et on n'en a pas parlé, c'est qu'avec l'épigénétique, il y a l'idée que tous ces mécanismes-là sont aussi réversibles. D'accord. Et tout à l'heure, on parlait pour le coup de quelque chose qui semble, en tout cas, quand moi j'étais étudiant, c'était vraiment ésotérique comme idée, mais que la différenciation cellulaire, le fait de devenir une cellule différenciée, soit réversible, c'était très étrange. Et maintenant, c'est clairement montré que c'est réversible. C'est-à-dire qu'on peut prendre des cellules complètement différenciées et on peut, en les manipulant, enfin avec des traitements particuliers, pas des manipulations génétiques, mais des traitements particuliers, les faire revenir à un état de totipotence et on peut reformer des embryons à partir de cellules différenciées. Et c'est vrai aussi pour tous les mécanismes épigénétiques. Comme ce n'est que l'utilisation du génome,
Elle va se spécialiser peut-être, être relativement stable, mais c'est chaque fois réversible aussi. Alors prenons maintenant un peu les exemples des expériences que vous menez dans vos laboratoires sur des animaux pour essayer de comprendre, parce qu'évidemment quand on regarde sur des hommes et des femmes, c'est toujours avec beaucoup et heureusement de considérations éthiques. Pour les animaux, on peut aller un peu plus loin. Vous travaillez sur des souris. Qu'est-ce que vous faites avec vos souris pour essayer de comprendre ces mécanismes épigénétiques ? Moi, je m'intéresse particulièrement aux effets à long terme des traumatismes précoces. Donc, on a développé un modèle animal de traumatisme pendant la vie postnatale, les premières semaines de la vie. Les 2 premières semaines qui correspondent environ jusqu'à l'âge de 15 ans chez l'homme. Et on s'intéresse aux mécanismes qui sous-tendent le développement de symptômes psychiatriques chez ces animaux qui ont été traumatisés pendant leur enfance et également dans leur progéniture et la progéniture de la progéniture. Donc l'avantage de ces modèles de souris, c'est que génétiquement, toutes les souris sont identiques. Donc on peut vraiment se concentrer sur les mécanismes épigénétiques. Et l'autre avantage est que la période de reproduction d'une souris est relativement rapide. Donc on peut obtenir 2, 3, 4 générations en quelques années et avoir accès à tous les tissus du cerveau, le sang, les cellules germinales et faire des analyses épigénétiques précises. Alors, ça pose au moins 2 questions. Comment on traumatise une souris et comment on regarde si sa descendance est encore traumatisée ? Alors, pour traumatiser une souris, un petit souriceau, une des manières les plus efficaces est d'utiliser la séparation maternelle. C'est-à-dire que dans notre cas, on a développé un paradigme où on sépare les souriceaux de leur mère de façon imprévisible. C'est-à-dire que c'est fait n'importe quand, à n'importe quelle heure de la journée. C'est important de le faire de façon imprévisible parce que, d'une part, c'est pour un petit peu modéliser ce qui pourrait se passer chez l'être humain dans une famille disloquée où il y a de la violence, où les choses sont complètement désorganisées. Et parce que les souris, elles, les femelles sont très bonnes mères et si on fait ça chaque jour à la même heure, elles vont être capables elles vont s'en souvenir et puis elles vont anticiper en donnant plus de soins maternels avant la séparation. Donc on fait ça, une séparation imprévisible et en même temps, pendant la séparation, on stresse la mère en la mettant dans un tube, par exemple, où elle ne peut pas bouger, ou en la mettant dans un verre d'eau froide. Bon, ça semble un petit peu terrible, mais voilà, c'est l'ensemble de cette séparation imprévisible et de cette association de stress et de traumatisme qui font que les petits, quand ils sont adultes, ont tout un panel de symptômes psychiatriques. Ils ont des formes de dépression, ils sont antisociaux, ils ont des problèmes de mémoire et ils prennent beaucoup de risques, ce qui correspond à des symptômes observés chez des patients humains qui auraient été traumatisés pendant leur enfance. Il y a une maladie en particulier, c'est la maladie borderline, qui est vraiment une combinaison de ces symptômes de dépression, comportements antisociaux, problèmes de mémoire et prise de risque au cours de la vie. Alors, les comportements antisociaux, on imagine une souris qui reste dans un coin de sa cage et qui ne va pas voir les autres. Une souris en dépression, on mesure ça comment ? C'est assez facile, en fait, parce que la dépression, c'est un désespoir comportemental. Donc, c'est-à-dire qu'on désespère. Et si on met une souris dans un verre d'eau, par exemple, une souris normale va nager et va essayer de s'en sortir. Une souris déprimée, elle va abandonner assez rapidement, elle va se mettre à flotter. Donc il suffit de mesurer le temps que ça lui prend pour flotter et le temps passé à flotter. Ça donne un indice assez précis. Une souris qui fait la planche, c'est une souris qui déprime. C'est ça. Ouais, exactement. C'est un test très classique qui a été développé dans les années 70, qui a été utilisé pour tester les antidépresseurs, en fait. C'est un des tests, il y en a plein d'autres également. C'est-à-dire qu'on leur injecte une petite dose de l'antidépresseur qu'on teste, et si elles font moins la planche et qu'elles essayent plus de s'en sortir en nageant, c'est qu'elles ont repris du poil de la bête. Exactement. Si j'ose dire. Vous aussi, vous faites des études sur les souris en les traumatisant. En quoi consistent vos travaux ? Donc, moi, je travaille chez le rat. Le rat, pardon. Donc, bon, ils sont similaires, mais bon, chez le rat. Et je travaille avec un modèle de stress périnatal, c'est-à-dire qu'on agit sur la mère au début, donc pendant la dernière semaine de gestation. Donc, comme chez la souris, c'est 3 semaines de gestation et 3 semaines ensuite pour que les petits ratons deviennent autonomes et quittent le nid.
Et donc pendant les 10 derniers jours de gestation, la femelle, donc la maman est stressée. Donc alors comment on stresse une rate? Bon, nous on la place dans des tubes de contention, dans des bouteilles, sous lumière vive. Alors le rat aime se déplacer, donc là elle peut pas bouger. En plus elle grossit à fur et à mesure que la gestation avance, et donc elle bouge de moins en moins. Parce qu'elle reste combien de temps dans cette bouteille? Elle reste 45 minutes. Donc, je veux dire, tous les jours, on la pose, on la met 3 fois par jour pendant 45 minutes à des moments variables. Là aussi, exactement comme pour le protocole d'Isabelle, il faut éviter qu'il y ait une habituation. Les rongeurs s'habituent assez rapidement. Donc pendant ces 45 minutes, elle ne bouge pas, elle est sous lumière vive, donc le rat est un animal nocturne. Et il entend des bruits, donc c'est quand même désagréable. Et tout cela se fait jusqu'à la mise au bas des petits. À ce moment-là, on ne touche plus à la maman, on observe son comportement. Et ce qu'on remarque, c'est que donc c'est pour cela qu'on parle de stress périnatal, parce que d'un point de vue de la manipulation, effectivement, la maman est stressée pendant la gestation, mais son comportement va être perturbé tout le long de la lactation et après. C'est-à-dire que c'est une maman qui est plus anxieuse en général. Elle a moins de capacité de gérer l'organisation au sein de la cage ou faire face à de nouveautés, à des challenges. Et son comportement envers les petits est fortement diminué. C'est-à-dire qu'elle s'en occupe beaucoup moins bien. Et cela n'est pas sans conséquence, bien sûr, sur la descendance, parce que de part d'une transmission de l'hormone du stress qui est fortement augmentée chez la maman, les petits se retrouvent à avoir le développement de leur axe corticotrope, donc l'axe physiologique qui intervient dans la réponse au stress, totalement perturbé. De part de l'absence de soins maternels ou de soins maternels fortement réduits, ce sont des petits qui vont développer des comportements émotionnels perturbés, disons non adaptés à l'environnement. Et donc ça devient très rapidement, parce que les altérations physiologiques, comportementales et neurobiologiques, nous les observons très rapidement, déjà à l'âge de 10 jours. Et au moment du sévrage ensuite, donc on voit que très rapidement, on a une population d'animaux différents qui sont moins bien adaptés à l'environnement et qui sont plus anxieux, je dirais, qui présentent des altérations du rythme veille-sommeil, qui est vraiment le paramètre biologique de la dépression. Donc, ce sont des animaux qui ont une architecture du sommeil totalement perturbée, exactement comme chez les sujets dépressifs. Et ces altérations aussi au niveau métabolique restent tout le long de la vie de l'animal. Donc, on a une programmation permanente d'un état altéré. Et cela pourrait paraître justement quelque chose d'irréversible, mais on a pu montrer par la suite qu'en faisant des interventions précoces, on peut modifier, disons, le destin de ces animaux. François Tronche, un exemple. Alors, il faudra le préciser quand même, c'est peut-être le plus spectaculaire, ces mécanismes épigénétiques qui se transmettent de génération en génération, mais ça reste des cas assez exceptionnels et assez rares quand même. Oui. On y vient tout de suite. Allez, allons-y. Je vous raconte ce qu'on fait au labo. Alors racontez. J'étais parti pour ça. Oui, d'accord, allez-y, racontez. Mais donc, effectivement, la particularité, là, tous les trois, c'est pour ça qu'on se connaît aussi d'avant, c'est qu'on travaille sur la réponse au stress à différents moments. Donc nous, au laboratoire, on travaille aussi sur la souris, comme Isabelle, et on s'intéresse en fait à un aspect de la réponse au stress, sur lequel travaille d'ailleurs aussi Isabelle, et que mentionnait Sarah juste avant, qui est la libération de ce qu'on appelle l'hormone de stress. Alors il y en a d'autres, mais celle-ci a été très mise en avant parce qu'elle a des effets forts, qu'on appelle nous glucocorticoïdes, mais qui s'appelle cortisol chez l'homme et qui est connue en médecine sous le nom de cortisone. En fait, c'est une molécule qui est utilisée comme anti-inflammatoire et qui est libérée en réponse au stress. Il y a une bouffée de glucocorticoïdes qui est relâchée. Et nous, on s'intéresse directement aux récepteurs de cette hormone-là, parce qu'il se trouve que c'est un facteur de transcription, donc c'est une de ces protéines qui vont aller sur l'ADN pour contrôler l'expression des autres gènes, et qui va le faire en recrutant des partenaires qui vont, eux, remodeler la chromatine, dont on parlait tout à l'heure, vont remodeler l'organisation des gènes. Et donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on enlève le récepteur des glucocorticoïdes dans différents types cellulaires. On fait des mutants, mais des mutants un peu particuliers, parce que le gène n'est absent que dans un type cellulaire ou un organe, et on regarde les effets du stress sur les changements de comportement ou sur le métabolisme au long terme, en utilisant à la fois des stress chez l'adulte, ça relève aussi de mécanismes épigénétiques. Un protocole classique, par exemple, qu'on utilise, qui a été développé il y a une dizaine d'années par un Français qui travaillait aux États-Unis, Olivier Berton, c'est de faire des agressions répétées
de souris. Donc chaque jour, elle rencontre un congénère avec lequel elle va se bagarrer. Et si on fait ça pendant une dizaine de jours, ça change au long terme. On peut regarder quelques mois après. L'anxiété est bien plus élevée chez la souris qui a été agressée. Et elle a une aversion sociale, qui est juste le fait que si on montre une souris à une autre, normalement, elle va aller discuter avec elle et interagir avec elle. Si la souris s'est déjà faite agresser par 10 inconnus, quand elle en voit un 11e, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle s'échappe. Et donc, par exemple, on a trouvé quelques neurones où, quand on enlève le récepteur des glucocorticoïdes, on arrive à bloquer complètement l'aversion sociale et pas l'anxiété. Et puis, on regarde aussi les effets. Donc ça, c'est une façon après des stress périnataux. d'étudier comment un comportement s'imprime dans les cellules. Quels sont les mécanismes en jeu qui font qu'à une série d'expériences sont associés certains types de comportements. Oui, en fait, l'idée, c'est que les événements de vie peuvent être très très courts. Ça peut être un événement traumatique très fort, et il va s'imprégner dans les corps, il va changer la composition de la matière des cellules et des corps. Le problème, c'est de trouver où. Et en faisant ça, il va changer le comportement à très long terme. Et donc, on va transformer un événement très très restreint en temps des conséquences qui peuvent durer des années, voire qui peuvent passer aux générations suivantes. Et c'est ce qu'on essaie de regarder aussi. On s'intéresse aussi aux effets de ce récepteur sur les changements comportementaux dans les générations suivantes. Il y a une vraie mémoire du corps. Vous m'avez cité en préparant cette rencontre un autre exemple. Je ne crois pas que ce soit vous qui travaillé directement sur ce cas-là, mais qui est aussi assez spectaculaire. C'est des rats, je crois, on leur apprend à avoir une aversion pour l'odeur d'une fleur de cerisier, c'est ça? Non, c'est un collègue à nous, Ressler, c'est ça? Oui, non, c'était des souris pour le coup. Des souris. Non, il a choisi. Oui, les rongeurs en général expriment pas mal de récepteurs olfactifs. Alors chaque récepteur olfactif est exprimé dans un seul neurone de la plaque olfactive, l'organe qui permet de percevoir les odeurs. Et ils ont de façon innée peur de certaines odeurs. Donc ils ont par exemple de façon innée peur de certaines odeurs qui viennent des renards, ou pour les souris qui viennent des rats. Alors il y a la particularité, je ne sais pas pourquoi il est allé chercher ça, mais en tout cas il y a un récepteur qui réagit à une molécule qui vient de l'odeur de fleurs de cerisier. Et donc les souris n'ont pas peur des cerisiers, ils se font rarement manger par les cerisiers. Et il a fait en revanche, en prenant des souris adultes, des mâles, s'il leur fait des petits électrochocs en présence de l'odeur de fleurs de cerisier, la souris va se souvenir très très bien que cette odeur est dangereuse. Après, il suffit de présenter l'odeur et la souris se tapit. Et c'est un test qu'on fait classiquement en laboratoire, qu'on appelle fear conditioning. Et donc, l'événement est très court. Ça dure une journée en général, enfin quelques heures dans la journée, la présentation de l'odeur avec les électrochocs à la souris, et elle va s'en souvenir pendant très très longtemps. Et puis il y a un critère objectif qui est qu'on voit aussi que des souris qui ont été exposées à cette odeur ont beaucoup plus de neurones qui expriment ce récepteur. Et donc on le voit vraiment anatomiquement. Donc cette mémoire, en fait, elle a un corrélat anatomique qui est important. Donc ça, c'est chez un individu qu'on a un petit peu transformé en lui apprenant à avoir peur de l'odeur de fleurs de cerisier. Oui. Ce qui est plus spectaculaire. Donc c'est ça, effectivement. Ce qui est impressionnant dans ce papier, c'est que quand il croise ces rats et qu'il obtient des descendants de ces rats-là, ils ont maintenant de façon innée peur de cette odeur de fleurs de cerisier. Et il y a vraiment un critère objectif aussi qui est que le nombre de neurones dans je dis des rats, pardon, ce sont les souris, mais dans les souriceaux descendants de celui qui a été stressé, en présence d'odeur de fleurs de cerisier, ont aussi plus de récepteurs, enfin plus de neurones exprimant ce récepteur. Alors ce sont des cas rares, hein, c'est ce que je vous disais, ce sont des cas rares, mais il reste assez bluffant. Quand on en discutait, en fait, c'était parce que la discussion était partie sur l'épigénétique, et c'est vrai que c'est le côté le plus spectaculaire, c'est des histoires de transmission à travers des générations. Pour le coup, l'épigénétique, ça couvre aussi les effets qui vont durer très très longtemps chez un adulte. Et donc ceux-là sont relativement bien connus, entre autres parce que toute la biologie moléculaire qui sous-tend les mécanismes épigénétiques, elle a été étudiée au cours du développement, donc ça concerne le développement d'un organisme, d'un corps, juste. Et ces mécanismes-là vont être ceux qui expliquent les héritages transgénérationnels aussi. Donc on devrait d'ailleurs peut-être plutôt parler d'effets transgénérationnels que épigénétiques, enfin ou épigénétique transgénérationnelle. Donc il y a beaucoup d'effets comme ça qui sont connus. Il y en a après quelques-uns, je ne sais pas, il y a une centaine d'effets transgénérationnels à peu près de papiers qui décrivent des protocoles ayant des effets transgénérationnels. Chez la souris, il y en a beaucoup plus chez les plantes, et on en parlera peut-être, je ne sais pas. Et parmi ceux-là, il y en a beaucoup en fait qui
qui passent de génération en génération, clairement sans passer par la lignée germinale. Et il y en a aussi qui passent par la lignée germinale. Et donc, les exemples d'Isabelle, l'exemple de Ressler passent par la lignée germinale, sont clairs. Les autres qui ne passent pas par la lignée germinale, ils sont intéressants aussi. C'était probablement le papier qui a le plus marqué les gens qui travaillent dans le domaine. C'était à la fin des années 90. En fait, il y avait Darlene Francis, chez quelqu'un qui s'appelle Michael Minet au Canada, qui avait montré sur des protocoles. Alors, ce n'était pas directement une séparation maternelle, elle travaillait avec des rats, mais ça ressemble un petit peu. En fait, elle prenait quelques centaines de rats et regardait celles qui s'occupaient beaucoup des petits, celles qui s'en occupaient peu. Et si elle regarde la distribution du temps passé à s'occuper des petits, ça fait un genre de Gauss. Et donc après, elle comparait les deux extrémités. Donc elle avait des groupes d'animaux qui s'occupaient beaucoup des petits, d'autres qui s'en occupaient très peu. Et en fait, ce qu'elle avait montré, c'était que la façon dont les rats s'occuper des petits allait conditionner, une fois que ces petits sont grands, leur anxiété. Et alors, elle voit un effet transgénérationnel qui est que des rats issus d'une rate qui s'en occupe beaucoup vont s'occuper beaucoup des petits, et ça va se transmettre aussi à la génération suivante, de génération en génération. Mais là, c'est donc dans les papiers, ils parlent d'épigénétique, ouais. Mais c'est parce que l'explication, en fait, pour stabiliser, l'explication de la stabilisation du comportement, du fait d'être très peu anxieux si la mère s'est beaucoup occupée de vous, passe par un mécanisme de régulation de l'expression d'un gène dans l'hippocampe qui change complètement la réactivité au stress de l'individu tout au long de sa vie. Et ce qu'elle avait montré, et ça ne passe pas par la lignée germinale, c'est qu'en fait, elle peut prendre une rate issue d'une rate qui s'en occupe peu, donc celle-ci aurait dû être anxieuse, mais si elle apprend dès qu'elle est petite et qu'elle la fait adopter par une rate qui s'en occupe beaucoup, elle devient peu anxieuse. Et donc, en fait, là, ça suit un héritage comportemental. Et il y a un autre exemple qui est très très simple. Pour le coup, sur le métabolisme, on a pas mal parlé de comportement, mais en épigénétique, il y a beaucoup d'effets sur le métabolisme aussi, qui est le fait que dans les modèles de rongeurs, vous avez des obésités qui sont dues à des mécanismes génétiques, et puis vous avez des obésités que vous pouvez provoquer aussi en donnant énormément de graisse et de sucre à manger aux animaux. Ils deviennent obèses. Si vous prenez, et généralement l'obésité se transmet de génération en génération, mais si vous prenez, et c'est relativement simple, n'importe quel embryon d'une souris maigre et que vous la mettez dans une souris obèse, qu'elle soit obèse à cause d'un problème génétique ou qu'elle soit obèse à cause d'un régime alimentaire particulier, l'embryon issu de cette souris va avoir une tendance à être obèse. C'est-à-dire que le même embryon, le même génome, selon qu'il grandit dans une souris obèse ou dans une souris fine, va donner deux corps qui fonctionnent avec des régimes différents. Soit obèse ou fin. Oui, il donne deux corps qui fonctionnent sur des régimes différents et qui... Ouais, donc c'est clairement une influence de l'environnement au moment de la gestation. Vous vouliez ajouter quelque chose, Isabelle Mansui, quand on abordait les mécanismes de mémoire du corps? Oui, et sur la rareté. Ah oui, parce que aussi. vous avez dit que c'était rare, mais je ne crois pas que ce soit rare. Il y a énormément d'exemples, que ce soit avec des composés comme les perturbateurs endocriniens que je mentionnais tout à l'heure, l'alimentation pauvre en protéines, riche en graisse, les traumatismes, l'exposition à des facteurs environnementaux, des carcinogènes ou des xénobiotiques, par exemple. Donc, il y a vraiment tout un ensemble de preuves biologiques chez les animaux et chez l'homme qui montrent qu'il y a des transmissions entre les générations. Maintenant, il y a deux types de transmissions qui doivent être distinguées. La transmission intergénérationnelle et la transmission transgénérationnelle. Et ce qui les distingue en général, c'est le fait que ça passe ou non par les cellules germinales. Donc l'exemple que François décrivait avec ces bonnes mères qui vont faire des filles qui vont être bonnes mères également, ça c'est purement intergénérationnel, c'est-à-dire c'est culturel. Oui. C'est le comportement de la mère qui donne une empreinte aux filles et c'est comme ça que ça se perpétue. Ça peut être rompu à n'importe quel moment, par si on met des petits qui ont été élevés par une mauvaise mère et on les fait se faire élever par une bonne mère. Donc ça ne fait pas du tout intervenir les cellules germinales. Donc c'est ça qui est important. Enfin, oui. Moi je pense que là, il y a beaucoup de cas qui sont peut-être pas forcément décrits au niveau mécanistique, mais il y a beaucoup de cas qui font intervenir les cellules germinales. Et je pense qu'il faut être quand même conscient du fait que même des perturbateurs endocriniens, pendant la vie précoce, peuvent altérer les cellules germinales. Je voudrais juste mentionner aussi, faire un petit commentaire sur cette étude sur la mémoire. Elle était extrêmement controversée.
malgré qu'elle ait défrayé un petit peu la chronique de par le monde. Il faut quand même que vous rappeliez ce que c'est que l'étude. Donc, même si c'est pour la critiquer, parce que je pense que tout le monde ici n'a pas en tête l'étude dont vous parlez sur la mémoire. Donc, c'est cette étude qui démontre que chez les souris, la mémoire d'une odeur peut être transmise à travers les générations. Donc le concept, c'est que si votre grand-père a appris quelque chose, vous le saurez. C'est un concept qui est, à mon avis, bon, il a une certaine validité peut-être, mais en tout cas, les données actuelles ne permettent pas de le confirmer. Cette étude, donc c'est basé sur une seule étude qui a été publiée dans un bon journal, mais qui est énormément critiquée parce que les analyses statistiques sont très mal faites. Le nombre d'animaux testés est très faible. Et pour le moment, personne ne l'a reproduite. Donc, alors, c'est marrant parce que j'avais discuté avec les deux et je n'avais pas fait le lien. Vous m'aviez parlé d'une étude sur la mémoire qui était très décriée, vous m'aviez parlé de l'étude sur les cerisiers, je n'avais pas réalisé que c'était de la même dont vous me parliez. Mais c'est quand même intéressant de voir, on peut parler de la même chose avec deux chercheurs qui sont compétents dans ce domaine et on a quand même des sons de cloche différents. C'est-à-dire que vous nous dites c'est un phénomène très rare, vous nous dites non, c'est beaucoup moins rare que ce qu'on croit. Alors c'est quoi ? C'est parce que... C'est parce que c'est une question d'interprétation. Pourquoi ? Je ne sais pas, peut-être que j'interprète mal ce que veut dire Isabelle sur la rareté, mais donc il y a beaucoup de cas possibles. Quand je vous disais que c'était très rare, c'est que, à ma connaissance, mais je me trompe peut-être, il n'y a qu'une seule étude où les gens montrent clairement que ça passe via les spermatozoïdes. Donc il n'y a pas beaucoup d'études où ça montre clairement que ça passe via le sperme. Mais donc pour arriver à démontrer que ça passe par les spermatozoïdes, en fait, il y a plusieurs façons de faire, mais une façon relativement propre, c'est d'arriver à n'attraper qu'un spermatozoïde, sans sperme autour, et arriver à faire une fécondation in vitro, et à transmettre le phénotype, du coup, à la génération suivante issue de cette fécondation in vitro. Alors, c'est vrai que le souci, et c'est pour ça que les gens sont beaucoup penchés sur cette étude, c'est que c'est grosso modo la seule qui voit un effet en fécondation in vitro. En tout cas, il y a pas mal d'autres gens qui ont essayé, je sais qu'ils n'y arrivent pas. Nous, on s'intéresse pas mal au protocole de Nestler, parce que c'est le protocole le protocole d'agression répétée, d'apparition, d'aversion sociale, où dans ce protocole-là, ça passe à la génération d'après, mais en fait, quand ils font des fécondations in vitro, le phénotype disparaît. Alors, une grande difficulté sur les travaux qu'on fait, en fait, c'est que ce sont des résultats qui ont toujours une énorme variabilité. Et donc, on démontre les choses par des études statistiques. Et c'est vrai qu'il faut arriver à reproduire plusieurs fois le même phénotype dans des études en parallèle. Et il faut aussi avoir des nombres d'animaux assez importants. Et on ne voit de choses que si l'on arrive à homogénéiser au maximum les animaux que l'on utilise. Donc on travaille souvent avec ce qu'on appelle des lignées consanguines, c'est-à-dire ce sont des souris qui ont toutes les mêmes gènes. Grosso modo, ce sont des clones les uns des autres, qui sont élevés dans les mêmes animaleries, qui ont le même âge, qui sont issus des mêmes mères souvent. Et donc, à ce moment-là, on arrive à avoir des petites différences très très fines. Et donc, la potentialité de l'importance de ces effets-là est très grande et il y a plein de systèmes où ça peut apparaître. Et quand je disais que c'était très rare, en fait, c'est juste la démonstration ferme que ça passait vraiment par le spermatozoïde. Et juste, par exemple, dans le spermatozoïde, ça peut passer par d'autres choses. Et dans le sperme, il y a plein de molécules, entre autres beaucoup d'hormones d'ailleurs du système nerveux central, qui sont présentes aussi et qui peuvent avoir des effets. Il y avait un papier amusant, je pense que personne n'y a fait attention, mais sur le lama, ce n'est pas des effets transgénérationnels, mais qui montrait que c'était le sperme qui déclenchait l'ovulation chez les lamas, parce que c'est une hormone qui arrive à passer dans la mer et à changer un peu sa physiologie. Et donc, il y a d'autres molécules que les spermatozoïdes aussi. Alors, Sarah Morley-Fletcher, ce qu'on voit là sur ces différentes expériences, certaines sont controversées, d'autres plus avérées, à quel point on peut transposer à l'homme ? C'est-à-dire, on a vu qu'il y avait aussi des effets empiriquement, on s'en rend compte chez l'homme. Est-ce qu'on peut transposer les résultats de ces expériences menées chez la souris, chez le rat, pour expliquer des choses qu'on a pu observer chez l'homme, ou est-ce qu'il faut y aller prudemment ? Je pense qu'il faut y aller prudemment, mais que les modèles des animaux sont extrêmement utiles. Alors, donc je fais toujours attention de mon côté à certaines terminologies comme modèle animal de dépression ou d'anxiété, parce que c'est vrai, par exemple, dire qu'on n'a jamais vu un rat se suicider ou proclamer « je suis Napoléon ». Donc, je m'intéresse beaucoup, c'est pour cela,
pour moi, lorsqu'on parle de dépression, je m'intéresse aux paramètres biologiques, par exemple les altérations du sommeil, qui sont quelque chose de très consistant dans tous les patients dépressifs. Alors, donc d'une part, je trouve qu'il faut y aller prudemment dans la mesure où le modèle animal est toujours limité et on a la possibilité de contrôler énormément de variables, même si, comme justement dit François, on n'arrive pas à contrôler toutes les variables, mais sûrement on peut standardiser des protocoles, standardiser une population beaucoup plus que chez l'homme. Et donc, vraiment se limiter aux paramètres biologiques et faire attention à ce qu'on traite. Cependant, les modèles animaux sont très utiles et s'interroger sur l'influence de l'environnement dans la programmation de certaines pathologies. Alors, c'est vrai, je m'intéresse aux événements de vie précoce, mais l'environnement peut façonner un individu pendant la vie précoce, pendant les périodes critiques de développement, comme par exemple l'adolescence, et aussi à l'âge adulte. Un changement complet d'un régime alimentaire peut induire, disons, une obésité qui n'était pas présente avant. Est-ce que cela peut être utile pour envisager des stratégies thérapeutiques ? Je pense oui. Je pense qu'en intervenant sur l'environnement, donc sur l'influence de l'environnement, on peut modifier l'issue, le destin, disons, de cette programmation, tenant compte qu'effectivement l'épigénome est quelque chose d'extrêmement dynamique. Et donc les modifications épigénétiques sont réversibles. Et dans l'exemple, par exemple, du modèle sur lequel je travaille, nous nous sommes intéressés à des stratégies d'intervention qui puissent être pharmacologiques, mais en même temps aussi environnementales et précocement. Et par exemple, le fait de faire adopter des animaux stressés prénatalement par une maman non stressée, ou simplement une maman qui pouvait avoir une histoire de stress, mais dont le comportement maternel avait été potentialisé, permet de réduire fortement les effets du stress. Et donc, en agissant sur l'interface mère-petit, on peut effectivement modifier plein de choses et intervenir sur cette transmission comportementale, mais aussi hormonale, qui passe à travers la mère et le petit. Alors, on reviendra sur effectivement les nouvelles pistes de thérapie que laisse envisager la découverte de ces mécanismes. Alors là, on va aborder avant un chapitre qui est peut-être le plus difficile pour les novices que nous sommes, donc essayez de ne pas nous perdre trop. Mais qu'est-ce que l'on comprend de ces mécanismes ? C'est-à-dire que là, vous nous avez expliqué que ça passait, soit pour une cellule, que l'environnement s'imprimait dans son génome ou dans l'expression de ses gènes. Vous nous avez expliqué que ça pouvait, dans certains cas, se transmettre. Mais on comprend bien que ce n'est pas une mutation génétique au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire un changement du gène, de sa succession d'informations que contient le gène. Qu'est-ce qu'on comprend du mécanisme qui sous-tend l'épigénétique ? Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer ça avec des mots relativement simples ? Isabelle Mansuy. Il y a plusieurs types de mécanismes épigénétiques qu'on doit considérer. Donc, si on prend l'ADN, c'est un code. Donc, c'est la double hélice. D'ailleurs, j'ai une diapositive peut-être qui aiderait peut-être un peu. La troisième, peut-être. Donc, c'est un code qui est composé de 4 lettres. Et ça, c'est fixe. Donc, chacun a un écran devant. Un code particulier. Ça s'affichera. Et les mécanismes épigénétiques, c'est un ensemble de modifications. Donc là, par exemple, donc on voit un cerveau avec, c'est très schématique, mais donc un neurone qui est représenté. On voit le noyau, le chromosome. Et si on déroule le chromosome, donc c'est la chromatine. Et la chromatine est faite donc de cette double hélice d'ADN qui comporte le code génétique et qui a les gènes. Et les gènes peuvent être actifs, c'est-à-dire être utilisés comme base pour fabriquer des protéines, pour fabriquer tout d'abord des ARN messagers qui ont ensuite traduit en protéines. Et vous voyez donc cette double hélice, elle est composée également de protéines. Vous voyez ce qu'on appelle les nucléosomes, c'est-à-dire c'est des protéines histones qui sont mises en globules comme ça, qui font comme une structure, comme une boule en quelque sorte, comme un chapelet, exactement, merci. Et donc les mécanismes épigénétiques sont différentes natures. Est-ce que vous pouvez passer la diapositive suivante ? Il y avait une petite animation.
En fait, il y a des modifications qui peuvent survenir au niveau, voilà, des modifications qui peuvent survenir au niveau de l'ADN directement. Donc on voit, c'est un tout petit peu déplacé là, avec la flèche. La méthylation d'ADN, c'est-à-dire c'est un résidu méthyle, CH3, tout simple, qui se met sur certaines bases de l'ADN. Donc ça, c'est un type de modification épigénétique. Un autre type de modification épigénétique sont des modifications sur les protéines histones, c'est-à-dire ces protéines qui font les boules du collier, du chapelet. Et là, il y a plein de formes de modifications qui peuvent aller de la phosphorylation à l'acétylation, la méthylation. J'avais dit simple, hein. Oui. Là, on commence un petit peu. Je veux bien laisser passer un ou deux mots un peu compliqués, mais c'est des petites modifications chimiques, en gros, qui altèrent la structure de l'ADN, c'est-à-dire qui font que l'ADN est complètement compacté, donc inaccessible pour être lu et utilisé, ou alors est déroulé et là accessible pour fabriquer des protéines. Un troisième type de modification épigénétique, c'est les ARN non codants qu'on voit. Donc ça, c'est des petits morceaux d'ARN. Donc des petits bouts des petites molécules qui flottent un peu, en quelque sorte, dans le cytoplasme et dans le noyau, et qui permettent aussi de réguler l'ADN. Donc on sait maintenant que ces trois types de facteurs épigénétiques peuvent être modifiés par l'alimentation, par des produits chimiques, par des traumatismes. Ils sont modifiés de différentes manières, de façon dynamique, et certaines de ces modifications peuvent exister dans les cellules germinales. Donc peut-être qu'on peut passer à la prochaine diapositive qui montre là une cellule de sperme, spermatozoïde, vous voyez, avec son ADN, sa chromatine, et exactement les mêmes modifications peuvent exister sur ces cellules germinales. Donc vous imaginez que si lors d'un traumatisme, la méthylation de l'ADN est perturbée, il y a trop de méthyle à un endroit sur un gène qui le rend silencieux, ou il n'y en a pas suffisamment alors que le gène devrait être actif, ça va provoquer des changements dans la progéniture qui va être produite à partir de cette cellule de sperme. Donc on connaît certaines des altérations de ces mécanismes épigénétiques. C'est une partie des mécanismes épigénétiques. Il y en existe probablement d'autres. Alors, si je le fais en version beaucoup plus simple, c'est la façon dont notre ADN est replié. En fait, le gène en lui-même n'est pas modifié, mais la façon dont il est enroulé, stocké, déplié, voilà, avec éventuellement des petits bouts de molécules qui viennent ou non s'y ajouter, eh bien, le génome ne s'exprimera pas de la même manière. Exactement. Exactement. Vous voulez ajouter quelque chose, François Tronche ? Oui, juste sur cette idée-là, oui. Je ne sais pas si ça marche. J'avais une diapositive aussi, peut-être la numéro 10. Alors, si jamais ça marche, on vous commande la 10. Mais c'est un petit peu... Disons, ce qui est assez fascinant dans ces mécanismes-là, c'est d'arriver à comprendre, et on commence à avoir des pioches dessus un petit peu, mais ça reste très très flou. C'est une très très vieille idée qui est que la constellation... Il n'y a pas beaucoup de gènes dans un corps d'animal. Il y en a entre 20 et 30 000 chez les mammifères, chez les vertébrés. Mais donc, si vous prenez ces 30 000 gènes, ils sont disposés dans un tout petit noyau. Donc la molécule elle-même est longue, ça fait 2-3 mètres, on dit en général, donc c'est un petit peu élastique. Et c'est replié dans un tout petit noyau. Et c'est la constellation de gènes qui est importante. Et c'est quelque chose qui avait été observé il y a très très longtemps, il y a une quarantaine d'années, qui est que d'un type cellulaire à l'autre, cette constellation de gènes est différente, et qu'au sein d'un même type cellulaire, toute la distribution de ces gènes dans le noyau semble être la même. Et donc là, c'est une image qui montre en bas à gauche, c'est l'enzyme qui fabrique les ARN qui permettent d'exprimer les gènes. Et en fait, c'est pas homogène du tout dans un noyau. Chaque photo, là, ce sont des images de noyaux avec des anticorps qui sont dirigés contre les modifications que vient de présenter Isabelle. Et sur la droite, sont des molécules qui nous intéressent au laboratoire, mais c'est la même chose. Ce sont des facteurs de transcription ou des protéines qui remodèlent la chromatine. Et des fois, elles sont au même endroit, des fois, elles sont à un autre. Et il faut imaginer que si on mettait des petits points pour les gènes, on aurait 20 000 points qui se superposeraient. Et donc, tous ces mécanismes-là, probablement, ils contrôlent cette constellation-là, ils contrôlent la topologie des cellules. Un système de marquage, vous avez mis des sortes de petites loupiottes à différents endroits du génome, et on s'aperçoit que selon les cellules, les loupiottes ne sont pas au même endroit, ne s'allument pas au même endroit. Il y a une sorte de cartographie intérieure qui change. Oui, et cette topologie-là, cette disposition en 3 dimensions,
il faut qu'elle soit héritée dans un corps adulte quand des cellules différenciées se divisent. Et puis, probablement, d'une façon ou d'une autre, il faut que ça soit hérité aussi au travers des lignées germinales. Et il est possible que toutes les modifications épigénétiques qu'on voit, ça permette d'étudier cette constellation. Le souci pour l'étudier, on commence à avoir les premiers outils, mais c'est très très cher et relativement long à faire, donc il y a encore très peu de données et très complexe aussi à analyser ensuite. Vous voulez ajouter quelque chose sur les mécanismes de l'épigénétique, ce que l'on en comprend? Non, c'est très bien dit. C'est effectivement, pour le faire très très simple, c'est l'interprétation de la lecture du code qui va être changée. Et donc on aura, avant de pouvoir transmettre tout ça à la génération suivante, il y a effectivement un phénotype différent qui se forme et qui va interagir de façon différente avec l'environnement. Alors, vous avez commencé à répondre à cette question tout à l'heure. Ces découvertes relativement récentes, même il y a encore beaucoup de scientifiques qui sont encore tous sur le tout génétique et qui s'intéressent peu à ces mécanismes de l'épigénétique. Est-ce que ça permet d'envisager de nouvelles techniques de diagnostic et puis de nouvelles thérapies, des thérapies épigénétiques après les thérapies géniques? Lequel des deux veut répondre? Oui, en termes de diagnostic, un des avantages des mécanismes épigénétiques, c'est que certaines marques, comme les ARN non codants ou la méthylation de l'ADN, peuvent être mesurées dans différents tissus, dans différents fluides biologiques, par exemple dans le sang. Et il y a certaines études qui montrent une corrélation entre le code épigénétique qui existe dans le sang et celui qui existe dans le cerveau. Par exemple, chez la souris, c'est un avantage de la souris, c'est qu'on peut faire des analyses parallèles dans le cerveau et dans le sang et voir si c'est la même chose. Donc chez l'homme, maintenant, il y a quelques études qui montrent qu'en effet, il y a certaines marques épigénétiques qui sont semblables. Donc ça permet de dire que si on venait à identifier certains de ces marqueurs épigénétiques, les examiner dans le sang, ça pourrait permettre peut-être de prédire ce qui se passe dans le cerveau. Donc en termes de diagnostic, si on pouvait, par exemple dans le cas des traumatismes, nous chez la souris, on a identifié certains petits ARN qui sont présents, qui sont altérés, qui sont en excès par exemple, dans le cerveau, dans le sang et dans les cellules de sperme. Et si on pouvait démontrer la même chose chez l'être humain, ensuite on pourrait éventuellement utiliser ces marqueurs comme prédictif d'un traumatisme qui est survenu dans l'enfance ou peut-être éventuellement chez les parents ou les grands-parents. Donc les ARN, ça ne fait pas partie de notre ADN, de notre génome, mais ce sont des petites molécules qui aident à le transcrire, à le lire et à ça fait partie de notre génome, si quand même, parce que ces petits ARN sont fabriqués par le génome. Il y a des gènes qui codent pour ces petits ARN, petits ou longs, parce que maintenant, au début, on pensait qu'il n'y en avait que des petits. Maintenant aussi, qu'il y en a des longs également. Mais ils sont codés par l'expression. Et l'expression dépend de notre génome. Oui. Sur la thérapie, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, François Tronche, sur les espoirs que cela peut faire naître, peut-être? Alors oui, bien entendu, en fait, c'est important pour la thérapie. Je dois dire que moi, personnellement, je vois les choses encore assez éloignées. Il y a une chose qui est très importante, mais c'est plutôt la connaissance que de la thérapie, mais n'empêche que c'est lié. Prendre conscience que, effectivement, tu parlais des perturbateurs endocriniens, qu'ils peuvent être dangereux non seulement pour la génération qui est exposée, pour les organismes qui sont exposés aux perturbateurs endocriniens, mais aussi comprendre que ça peut passer et modifier les corps sur les générations suivantes. C'est pas de la thérapie, mais rien qu'en prendre conscience, ça permet de faire encore plus attention qu'on y ferait. Alors petit rappel, les perturbateurs endocriniens, ce sont donc ces molécules qui sont en quantité infinitésimale dans bon nombre de nos produits, nos plastiques, les produits que l'homme fabrique, qu'on rejette dans l'environnement, et qui, bien qu'en très infime concentration, auraient des conséquences sur notre organisme et sur son développement. Ou les pesticides qui sont en plus grande concentration. La concentration, elle n'est pas toujours très petite. Il y a des perturbateurs endocriniens qui vont être très spécifiques. Effectivement, même en très faible concentration, ils vont agir. Mais la plupart des perturbateurs endocriniens, je ne voudrais pas trop m'engager dessus, mais sont souvent des molécules qui sont relativement peu spécifiques. Et si elles sont dangereuses, c'est parce qu'elles sont fortement présentes en forte dose. Oui. Et elles ont peu d'effets, parce que pas très spécifiques, mais il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Ça peut être des choses
très présentes dans les peintures, dans les plastiques, qui ont peu d'effets actifs, peu d'affinités, on dit. Mais il y en a tellement qu'ils deviennent dangereux. Je pense que perturbateur endocrinien, l'idée c'est plutôt que, quelle que soit la concentration, c'est quelque chose qui va perturber le fonctionnement hormonal de l'organisme. Qui va se mettre dans l'organisme à la place d'hormones qui d'habitude remplissent des rôles bien précis. Oui. Vous vouliez ajouter? Je vous ai interrompu. Non, je pense que c'est encore trop flou comme mécanisme pour pouvoir imaginer des thérapies très précises. Ceci dit, il y a des molécules relativement simples, la trichostatine, donc, qui bloquent. Il y a des molécules connues qui bloquent certaines des enzymes qui sont impliquées dans les mécanismes épigénétiques. Et dans des expérimentations sur l'animal, on voit qu'on arrive à réverter des changements de comportement, des choses comme ça. Donc on peut imaginer l'utiliser chez l'homme. Il y en a pas mal qui sont utilisés aussi en cancéro. Du coup, pas du tout pour des effets transgénérationnels, mais parce que ce sont des molécules qui permettent aussi de contrecarrer des modifications de mécanismes épigénétiques dans les cellules cancéreuses. Isabelle Mantu, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, en cancérologie, les gens ont eu un wagon d'avance parce que des thérapies épigénétiques sont déjà utilisées pour soigner certains cancers, certaines leucémies, certains cancers du côlon. Ce sont des molécules, des inhibiteurs qui bloquent certaines enzymes qui sont responsables de, par exemple, la méthylation de l'ADN. Parce qu'on sait que certains cancers sont associés à une hypométhylation ou hyperméthylation de cellules. Et ces thérapies épigénétiques ont un certain succès. Alors, on va prendre une première série de questions dans la salle. J'en profite pour appeler au secours les webmasters parce qu'il faut des codes et tout. Donc, pour le moment, toutes les questions qui sont envoyées sur Internet, je n'y ai pas accès. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Si c'est le cas, il y a une dame en bleu qui va vous apporter un micro. Oui, bonjour. J'avais une question par rapport aux impacts transgénérationnels. À savoir, est-ce que actuellement on a réussi à différencier est-ce que les impacts épigénétiques au niveau des cellules germinales étaient eux-mêmes transmis, c'est-à-dire est-ce que c'était l'épigénétique qui se transmettait ou est-ce que c'était l'épigénétique qui, par une expression modifiée dans les cellules germinales, induisait une modification des sélections qui faisait qu'on va peut-être avoir une sélection inadaptée finalement de lignées, ce qui va faire que dans la génération suivante et les générations encore suivantes, on va avoir finalement des gènes qui n'auraient peut-être pas dû être sélectionnés, qui vont être sélectionnés. Et je ne sais pas si on a réussi à faire le distinguo entre les deux et ce qu'il en est. Alors c'est peut-être une question qui est très orientée avec la lecture classique génétique, sélection, mais je ne sais pas si la question est claire. Non, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de sélection. En tout cas, pas de sélection au niveau des gènes eux-mêmes. Si vous prenez un organisme qui est exposé à un traumatisme, il va y avoir des modifications épigénétiques un petit peu partout sur les cellules de sperme, par exemple, ou ça peut être sur les cellules, sur les ovocytes également, et qui vont persister et être transmises à la génération suivante. Donc votre question, c'est de savoir si c'est les cellules germinales qui ont ces modifications-là vont être sélectionnées. Alors, est-ce que ce qui passe à la génération suivante, en gros, est-ce que ce sont toujours les marqueurs épigénétiques qui vont réussir à être d'une façon ou d'une autre transmis? Et si oui, est-ce qu'on a des pistes de comment? Ou est-ce que ce sont justement le résultat de l'expression de ces marqueurs épigénétiques qui font que globalement la sélection de la lignée génétique se fait de façon moins opportune parce qu'on a un mismatch entre les conditions dans lesquelles on sélectionne finalement la lignée et les conditions dans lesquelles ensuite la vie s'exprime. Pour avoir une sélection, il faudrait que ces marques épigénétiques qui proviennent d'un traumatisme ou d'une exposition à un perturbateur endocrinien donnent un bénéfice ou soient négatives. Si elles donnent un bénéfice, il va y avoir sélection positive de ces cellules germinales qui ont été altérées. Si c'est négatif, ça va les rendre moins vigoureuses ou plus fragiles. Elles vont être éliminées. Ça pas vraiment... Il n'y a pas vraiment de preuves qui démontreraient l'un ou l'autre. Parce qu'une chose avec les cellules germinales, c'est que le génome est relativement inactif. Par exemple, dans les cellules de sperme, il n'y a pas d'expression. Le génome est là, mais il est silencieux.
Donc l'effet et les marques épigénétiques ne commencent à jouer leur rôle que dans un génome qui est actif ou qui doit être actif. Donc en termes de sélection, non, je ne crois pas, pour le moment en tout cas, non. François Tron, je veux ajouter quelque chose. Oui, j'ajoutais bien une petite chose qui est que tous les modèles dont on a parlé jusqu'à présent, et c'est le cas d'Isabelle, de Sarah et de moi-même, on travaille sur des rongeurs qui sont relativement prolifiques, mais qui ont quand même relativement peu de progénie, du coup, relativement peu de descendants. Donc là, on ne peut pas, nous, avoir accès à des effets comme ça sur des sélections. Mais en revanche, les effets épigénétiques, ils ont été décrits même il y a très longtemps pour certains mécanismes dont on n'a pas parlé, donc brièvement, comme les paramutations ou ces gènes sauteurs dont on a parlé un tout petit peu, qui avaient été décrits chez le maïs, par exemple. Donc, dans des organismes dans lesquels la progénie est beaucoup plus importante, là, je pense que ça peut jouer un rôle dans l'évolution. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un effet épigénétique qui va faire que, sur un fond génétique donné, il va être plus ou moins prégnant, il va plus ou moins s'imprimer sur ces corps-là, et que du coup, ça a pu jouer dans l'évolution. C'est tout à fait possible. Mais sur les modèles sur lesquels nous, on travaille, on ne peut pas voir d'effet de ce type-là. En revanche, si vous avez un organisme qui va avoir des milliers ou des dizaines de milliers de descendants, là, vous pouvez commencer à avoir des jeux entre l'interaction entre des effets épigénétiques et de la génétique plus classique, et peut-être que ces effets se stabilisent sur un fond génétique particulier plus facilement que sur un autre fond, et jouent dans l'évolution à ce moment-là. Sarah Morlet-Fletcher. Oui, je voulais ajouter que donc j'ai en tête quelques études chez l'homme, avec toutes les limitations. Par exemple, j'étais en train de penser à votre question, aux études qui ont été faites par Rachel Yuda sur les descendants de l'Holocauste, certaines transmissions de patterns de hyper ou hypométhylation sur le gène du stress et du récepteur pour les glucocorticoïdes. Et effectivement, là, on voit que chez les survivants, on a une hyperméthylation du gène pour ce récepteur, et chez les descendants, on a une hypométhylation. Et donc, il y a effectivement donc, une transmission d'une modification épigénétique, mais dans un sens inversé. Et alors, il y avait toute une série de spéculations dans ce travail, mais qui montraient qu'effectivement, le fait qu'il y ait une sorte de mismatch, donc il y a une modification épigénétique qui est transmise, mais dans un sens, pas avec la même intensité, était aussi le résultat d'une sorte d'adéquation de l'environnement dans lequel l'individu allait se développer par la suite. Alors, donc ça ne répond pas à votre question, mais je pense que chez l'homme, on peut effectivement observer toute une série d'incongruences qui restent à être expliquées et qui pourraient être expliquées partiellement par un besoin d'adéquation à l'environnement, par une sorte de s'adapter à l'environnement dans lequel on va grandir, qui n'est pas forcément le même dans lequel notre géniteur a vécu. Voilà, ça, je ne sais pas si ça porte des informations supplémentaires, mais effectivement, dans les études chez l'homme, ce qu'on voit, qu'il n'y a pas forcément une cohérence. Il y a une transmission, mais elle n'est pas toujours cohérente, donc d'une génération à l'autre. Donc là, en l'occurrence, le gène qui s'exprime qui a un rôle dans le stress a particulièrement plus de molécules qui sont agglutinées dessus chez la personne qui a été traumatisée. Donc, il est plus silencieux, d'une part. Voilà, donc le gène est un peu mis sous silence. Oui. Et inversement, dans la descendance, il y a particulièrement moins de molécules, oui, et donc il est surexprimé, ce même gène. Oui, d'accord. Donc il y a effectivement un effet sur la descendance, mais l'effet inverse de celui qui a eu le premier traumatisme. Et ça, on ne l'explique pas. Ça paraît un peu... on constate. Oui, on constate, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de travaux là-dessus, on commence à les voir, mais je vois souvent ce type de pattern d'inversion, donc une transmission à la descendance, mais pas dans la même direction. Donc je pense qu'il y a un besoin d'adéquation à l'environnement qui joue sûrement un rôle. Alors après, comment et pourquoi, ça, il faut encore creuser. Dans la salle, y a-t-il d'autres questions? Oui, je vois 2 mains se lever. Bonjour, merci pour vos interventions. Alors j'avais plein de questions, mais je vais faire une sélection. Je voulais savoir tous les mécanismes épigénétiques, toutes les voies de régulation, est-ce qu'en fait elles ne sont pas du coup intégrées dans le génome? Et par la suite, dans le règne du vivant, est-ce qu'on sait
comment est répartie l'épigénétique, des mécanismes épigénétiques. Vous avez parlé des plantes tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il y en a est-ce que c'est chez tous les êtres vivants ou... Est-ce qu'on en trouve chez les bactéries, chez les levures, chez des êtres vivants bien différents de nous? Oui, ce sont des mécanismes qui sont présents dans de nombreuses espèces de façon différente. Les méthylations, par exemple, peuvent être sur d'autres bases que la cytosine dans différentes espèces, mais ce sont des mécanismes qui traversent vraiment tout le règne animal et des plantes. Pour répondre à votre première question, c'est vraiment un très bon commentaire, parce que c'est ça, on peut se poser la question de si en effet certaines marques épigénétiques sont permanentes, dans quelle mesure est-ce que ça ne pourrait pas, de façon ultime, provoquer des modifications génétiques, c'est-à-dire des changements du code qui permettraient de pérenniser l'influence du comportement, l'influence de l'environnement, pardon. Il y a quelqu'un qui a testé cette idée, c'est Michael Skinner, qui est par ailleurs un pionnier en épigénétique. C'était le premier à démontrer l'effet de perturbateurs endocriniens comme le vinclozoline et méthoxylore. Il a montré les effets à travers les générations. Et pour tester cette idée que des modifications épigénétiques pourraient peut-être être transformées en des mutations génétiques, il a fait une étude dans les Galapagos. Il est allé chercher les pinsons de Darwin. Et les pinsons de Darwin, dans certaines îles, ont la caractéristique d'avoir évolué. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce initiale qui a évolué en de multiples espèces. En l'occurrence, sur cette île-là en particulier, il y a 20 ou 25 espèces différentes de pinsons de Darwin à l'heure actuelle, alors qu'au départ, il n'y en avait qu'une ou deux. Et donc il en a sélectionné 5 qui ont des environnements différents. Une qui vit à terre, une qui vit au milieu des arbres. Et en gros, c'est un peu schématique, mais c'est comme c'est en gros l'étude qu'il a faite. Et deux autres qui vivent au-dessus des arbres. Et au cours des millénaires, ces différentes espèces ont développé des caractéristiques anatomiques qui sont en réponse de leur environnement différent. Et il a fait une étude assez systématique. Il a pris le sang de ces oiseaux. Les oiseaux ont la caractéristique d'avoir des globules rouges qui ont un noyau, donc qui ont l'ADN. Contrairement à nous, nos globules rouges n'ont pas d'ADN. Donc il a pris le sang de ces oiseaux et analysé de façon assez systématique leur profil épigénétique et leur profil génétique. Et en gros, la conclusion était que où il y avait des modifications épigénétiques dans l'espèce d'origine, il y avait des mutations génétiques dans les espèces qui étaient les plus éloignées au niveau phylogénique. Donc ça suggère que après un certain temps, après un certain nombre de générations, c'est possible que des modifications épigénétiques puissent se graver de façon permanente dans le génome par des mutations. Il y a certains mécanismes qui ont été proposés pour induire ces mutations, mais c'est un mécanisme tout à fait plausible. Voilà, on le dit comme ça, voilà, doucement, mais ce serait une petite révolution quand même, parce qu'on est en train de dire là que l'environnement aurait un effet d'abord épigénétique, c'est-à-dire autour de l'ADN en mettant des petits bouts, des façons de se replier différemment, mais à terme imprimerait dans l'ADN des véritables mutations. Autrement dit, c'est l'environnement qui transforme les gènes. Donc là, on retourne sur le lamarckisme avec cette fameuse histoire du cou de la girafe dont on s'est souvent moqué. C'est parce que la girafe tend sur son cou qu'il s'allonge pour pouvoir aller attraper les feuilles et puis elle transmet ça aux générations suivantes. Là, par la petite porte, reviennent des théories qui ressemblent à ça finalement. Oui, sauf que l'exemple de la girafe, c'est un peu un exemple comique qui a discrédité un petit peu de Lamarck. Je ne crois pas qu'à la base, il l'a présenté comme ça. Mais en effet, c'est une idée complètement révolutionnaire. Et je dois rajouter une chose, c'est que ce chercheur, Michael Skinner, qui est à l'université de Washington, a fait la même démonstration dans un modèle de rat traité avec des perturbateurs endocriniens. Et il a vu que dans la 3e génération, il y avait des mutations génétiques, surtout des réarrangements génétiques. Ce n'étaient pas des mutations ponctuelles, donc c'est des grosses modifications génétiques qui existaient dans les cellules de sperme de la 3e génération qui n'existaient pas dans la 1re génération. Bon, ce sont des résultats qui sont un petit peu controversés aussi parce qu'il utilise un produit chimique. Donc les gens disent oui, mais ça provoque des mutations. Voilà. En tout cas, c'est une idée qui est vraiment révolutionnaire, en effet. Ouais. Et je pense qu'il est temps maintenant de mener des études pour essayer de la démontrer.
Est-ce que c'est ce qu'on essaie de faire D'accord. dans mon Essayer de la démontrer ou pas, mais en tout cas, essayer de voir si c'est vrai. Voilà, essayer de la tester. François Tronche. Oui, donc, sur ce point-là, je pense que les gens sont beaucoup moqués de la marque, mais c'était plutôt ses contemporains qui critiquent, qui en riaient. Mais il n'était pas très éloigné, je pense, de la pensée des autres personnes et de Darwin qui l'a suivi aussi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir dans l'évolution plein de mécanismes, et il y a bien sûr, c'est trivial, mais il y a une interférence, enfin il y a une interaction entre l'environnement et les corps qui constituent les organismes vivants. Et donc le point quand même, c'est que les gens qui se moquaient de la marque mettaient comme moteur principal dans l'évolution, et c'est de là que venait l'histoire de la girafe, cette idée que ça allait être des caractères acquis qui allaient être le moteur de l'évolution. Je pense que ça n'a pas trop changé. En fait, il est encore clair pour tout le monde que le moteur principal, ça reste quand même plutôt les mutations qui apparaissent. Mais en revanche, entre l'interaction entre les marques épigénétiques, et là pour le coup, je ne parle que de marques, et la génétique, depuis la description de la méthylation de l'ADN, qui est relativement ancienne, ça date du début des années 70, en fait, c'était évident que ces modifications-là vont provoquer des changements dans les génomes. Et quand on séquence les génomes, quand on regarde, en fait, on voit qu'il y a plein de régions, je peux le dire autrement. Chez les bactéries, la méthylation sur les cytosines, elle est relativement rare. Et du coup, les bactéries ont dans leur génome une occurrence de cytosine qui est celle que l'on pourrait attendre, grosso modo, d'une distribution aléatoire des nucléotides. En revanche, chez les mammifères, disons, chez les vertébrés, chez lesquels la méthylation des cytosines est relativement fréquente et participe au contrôle des mécanismes épigénétiques, là, on voit qu'il n'y a pratiquement pas de cytosine dans un génome de vertébrés, et principalement pratiquement pas de cytosine suivie d'une guanine, des CPG, parce que c'est cette petite marque, cette petite séquence ADN qui est méthylée. Et quand elle est méthylée, ça fait que la cytosine est plus fragile. Et donc on parle d'ilo-CPG dans les génomes de vertébrés. En fait, ce sont juste des régions où il y a un nombre normal, et ce sont des régions qui sont protégées des méthylations assez souvent. Donc oui, il y a une interaction entre les deux, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Vous vouliez ajouter quelque chose, ou on prend la question? Vous vouliez ajouter quelque chose sur cette thématique? Alors, je crois que c'était par là que j'avais vu une main se lever. Voilà, monsieur. 1, 2, oui. Donc c'est une question à tireur, une question de profane, donc je vais essayer d'aller vite et d'être compréhensible. Grosso modo, je réagissais un petit peu à ce que vous disiez sur donc l'odeur du cerisier qu'on a associé avec donc des électrochocs. Et ma question, déjà en une phrase, avant de l'illustrer, ce serait finalement quel comportement inné peut-on quels comportements innés peuvent être influencés par l'épigénétique? C'est ma question. Et en fait, je voulais l'illustrer par ce qu'on voit sur l'étude des animaux, et on voit effectivement que les animaux ont certains comportements, notamment les oiseaux, qui ont ce comportement inné de par exemple faire le nid, donc qui est vraiment propre qui n'est pas nécessairement dû à un apprentissage. Et donc je voulais savoir jusqu'où on peut aller dans cette vision-là. Et la question qui est liée, c'est comment faire finalement la différence entre ce qui est réellement dû à l'apprentissage de ce qui est inné, quoi. Oui, c'est vrai que ça pose la question de l'inné et l'acquis, vos études. Alors, en l'occurrence, par exemple, pour prendre l'exemple qu'il donne, l'oiseau, la façon dont il fait son nid, c'est quelque chose qu'il a appris, c'est quelque chose qui est inscrit dans ses gènes, ou c'est quelque chose qui est inscrit dans son épigénome? Je peux peut-être commencer la réponse. J'ai personnellement toujours eu beaucoup de mal à comprendre la différence si forte que les gens font entre inné et acquis. D'ailleurs, on peut parler entre épigénétique et génétique. J'ai aussi du mal à comprendre les différences si fortes que les gens mettent dessus, parce que les comportements acquis sont acquis sur des bases, ce sont les corps qui apprennent les comportements, et il y a besoin de mécanismes innés pour acquérir les comportements aussi. Mais pour le coup, là, vous parlez de la fabrication des nids, mais on peut prendre un exemple, je ne sais pas si ça vous convient, l'anxiété chez la souris. Par exemple, ça va être quelque chose qui est relativement inné, mais pour le coup, l'anxiété chez la souris, c'est très clair qu'elle peut avoir des bases génétiques.
c'est très clair. Il y a plein de mutations qui changent l'anxiété chez les animaux, des mutations qu'on a induites, mais qui changent l'anxiété. L'anxiété, c'est les travaux que Stéphania Macari et Sarah ont fait. Il est très clair aussi qu'ils peuvent être influencés par des stress prénataux. Et l'anxiété, c'est aussi très clair que ça peut être influencé par des séparations maternelles. Et si je ne m'avance pas trop, pour les séparations maternelles, il est donc par des mécanismes plutôt épigénétiques, en l'occurrence, en tout cas transgénérationnels pour le coup. Et dans ces cas-là, ça peut être modifié par des adoptations, comment on appelle cross-fostering, comment on dit, adoption, merci, pardon, excusez-moi. Et ça peut aussi passer par des mécanismes qui vont passer par la lignée germinale. Et de la même façon, l'anxiété, on peut tout à fait la modifier chez un adulte si on le soumet à des agressions répétées. Et donc, tous ces comportements-là, ils sont issus d'une très très grande diversité de mécanismes. Et donc même un comportement si simple que l'anxiété, pour nous, peut-être c'est plus compliqué chez l'homme l'anxiété, mais chez la souris, l'anxiété, ça veut juste dire qu'on met l'animal dans un environnement où il y a deux espaces différents, un qu'elle aime pas trop, qui lui fait plutôt peur, et un autre dans lequel elle est plus rassurée. On mesure le temps qu'elle passe dans celui qui lui fait peur. Et donc rien qu'un petit comportement si simple a des bases génétiques, a des bases épigénétiques chez l'adultes, a des bases transgénérationnelles. Et ce que ça veut dire en fait, c'est que nos comportements, ils reposent sur nos corps. Et la matière qui forme nos corps, elle est faite de l'interaction entre l'environnement et puis le patrimoine génétique que l'on a. Et que du coup, il y a une grande diversité de mécanismes qui vont faire qu'au bout du compte, c'est notre corps qui réagit à l'environnement. Oui, mais alors finalement, vos études ne simplifient pas tellement les choses. On a l'impression que c'est un peu tout. Maintenant, en gros, vous nous dites, une fois qu'on a dit ça, c'est à la fois un peu la génétique, un peu l'environnement, un peu l'épigénétique. Il n'y a pas vraiment de frontière entre tout ça. Heureusement que ça ne simplifie pas. Mais en revanche, c'est de plus en plus précis. C'est-à-dire que on sait ce qui fonctionne et on sait ce qui ne fonctionne pas. Et sur ce qui fonctionne, on commence à avoir des idées précises de quels sont les mécanismes moléculaires qui vont sous-tendre ce fonctionnement. D'accord. Oui, donc ça permet d'étudier finement et de faire la part des choses de façon très concrète, de doser un peu tout ça quand on étudie chaque cas. Ce que ça montre, heureusement, c'est pas plus de confusion, c'est juste qu'il y a une très grande diversité de mécanismes que l'on connaît de mieux en mieux. Et on en exclut plein aussi en même temps. D'accord. Ah oui, c'est bien de le préciser quand même. La question de l'inné versus l'acquis en termes comportementaux, c'est une vieille question. Il faudra quelqu'un qui fait de l'éthologie pour y répondre. Je ne sais pas, un petit oiseau, si vous prenez un œuf, vous l'isolez complètement, comment l'oiseau quand l'œuf éclot, comment le petit oisillon va se comporter. À mon avis, il y a beaucoup d'apprentissage dans ce genre de comportement. Mais je ne sais pas si ça a été fait d'ailleurs, cette expérience, isoler un petit oisillon et voir s'il arrive à survivre. Après, il arriverait probablement à survivre, même sans avoir appris de quiconque, des parents, l'utilisation des neurones, l'utiliser avec un petit peu de réflexion. Je pense qu'un oisillon est capable de... À quoi ressemblerait son nid s'il n'en a jamais vu et s'il n'a jamais vu d'autres oiseaux faire les nids ainsi ? Je ne sais pas. Ça a peut-être été fait, on ne sait pas. Sarah Morley-Fletcher. Oui, je voulais ajouter, tenant compte de l'inné et de l'acquis, justement, c'est une longue question. C'est que, on a vu que l'épigénome, donc on peut avoir des modifications dans l'épigénome sur par exemple, sur la réponse au stress, sur des gènes qui interviennent pour fabriquer des récepteurs de la réponse au stress. Or, la réponse au stress, c'est quelque chose qui est nécessaire à la survie de l'individu. Savoir répondre à un stress est nécessaire pour pouvoir survivre. Le problème, c'est quand le stress devient chronique, trop fréquent, que l'organisme n'est plus capable de bien répondre, mais quand il y a un stress aigu, il faut que l'organisme puisse répondre pour pouvoir survivre. Alors, je me posais la question si effectivement, jusqu'où, si j'ai bien compris, jusqu'où peut aller l'épigénome dans la modification de quelque chose dans la modulation, on va dire modulation de quelque chose qui est nécessaire à la survie. Si c'est bien ça. Bon, je pense parce que je vais tout de suite penser à la réponse au stress. Alors, le comportement de fabrication d'un nid est peut-être pour nous, c'est pas si important que ça, mais pour les oiseaux, c'est essentiel.
oui, je pense qu'il peut y avoir une modification là-dessus. Donc après, que l'environnement peut influencer un comportement, peut moduler un comportement via ces gènes qui vont intervenir dans quelque chose qui est essentiel. Donc oui, je pense que l'épigénome peut atteindre, peut moduler quelque chose qui est nécessaire à la survie. Après, la part d'apprentissage dans tout ça, mais je pense que là aussi, on peut voir que l'épigénome intervient. Donc après, comment? Donc c'est effectivement une question très intéressante. Donc c'était là. Allez, une minute chacun pour conclure. On l'a bien compris en vous écoutant, le titre de ce forum, que reste-t-il à découvrir, colle bien à cette thématique, hein, parce qu'effectivement, on l'a vu ne serait-ce qu'avec l'évolution, ça pose de nouvelles questions, hein, ça permet d'envisager un peu différemment les théories de l'évolution. Alors pour cette dernière minute que vous allez avoir chacun pour conclure, j'ai envie de vous demander, dans ce domaine-là, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on comprenne mieux? Qu'est-ce qui reste précisément à découvrir? Et puis aussi que vous nous disiez, est-ce que vous êtes un peu des pionniers? Est-ce que globalement, dans la biologie, cette discipline, cette façon de regarder les problèmes est encore un peu trop sous-employée, sous-estimée? Chacun votre tour, peut-être on commence avec vous, Sarah Morley-Fletcher. C'est difficile, hein, parce que... Alors, je commence par la deuxième question. Est-ce que c'est quelque chose encore pas trop utilisé? Non, je trouve que c'est une discipline en plein essor, hein, donc et ça donne une contribution très importante au prédéterminisme génétique, le fait de vouloir chercher un gène à tout prix pour tout. Voilà, ça n'a plus de sens. C'était vraiment la grande mode pendant très longtemps. Et je pense, à mon avis, ça a limité beaucoup la compréhension et l'attention qu'on pouvait poser à l'influence de l'environnement sur l'expression des gènes. Après, que reste-t-il à découvrir? C'est sûr, comprendre bien quels sont les mécanismes, parce que j'ai l'impression qu'il y a des sortes de trous. On sait que l'environnement il a une influence. Il y a plein de modèles. Donc, nous, par exemple, on s'intéresse avec Isabelle comment l'environnement précoce peut influencer donc, les patterns épigénétiques. Mais après, donc, j'ai l'impression qu'il y a on sait un peu la cause. Après, le mécanisme exact, on ne le connaît pas. Ou bien, il y a des trous et sûrement, il reste plein de choses à creuser là-dedans. Isabelle Mansuy ou François Tronche, comme vous voulez. Oui, on est des pionniers, je pense, en toute modestie. Qu'est-ce qu'il reste à découvrir? Moi, personnellement, ce qui m'intéresse vraiment le plus, c'est d'identifier l'influence des mécanismes épigénétiques dans les cellules germinales, que ce soit mâle ou femelle, pour vraiment décrypter cette influence à travers la génération. Et le point qui était soulevé tout à l'heure, est-ce que l'épigénétique précède la génétique? Je pense que c'est aussi un des concepts qui est le plus renversant et qui va demander beaucoup de travail, mais qui est le plus passionnant également. François Tronche, pour terminer. Oui, merci. Je pense qu'effectivement, c'est une question qui est complètement à la frontière de la connaissance. En revanche, sur l'intérêt, quand on regarde juste les occurrences, le nombre de papiers qui ont épigénétique dans leur titre, là, on doit être à 5000 ou 6000 par an. Et on était à une vingtaine au début des années 80. Alors les gens l'utilisent pour différentes significations. Mais ce que je trouve remarquable, c'est que du coup, les gens revoient les anciens papiers de façon différente. Et le papier fondateur de la définition d'un gène de François Jacob, en fait, ce ne sont pas des mécanismes épigénétiques pour le coup, c'est chez la bactérie. Mais en revanche, ce qu'il a montré, c'était que l'environnement conditionner la définition même d'un gène, parce que c'était en mettant du lactose dans son milieu de bactéries que ça induisait la fabrication de la bêta-galactosidase, l'enzyme qu'il étudiait, qui est codé par un gène qui s'appelle LACZ. Donc c'est indissociable. On ne peut pas dissocier génétique et environnement. Les deux ont toujours fonctionné depuis même la définition du mot gène. Ce que j'aimerais bien, moi, voir, c'est sur ces questions de topologie, de constellation, arriver à comprendre comment on arrive à transmettre un agencement particulier des gènes dans un génome au travers d'une division cellulaire ou au travers de la méiose, au travers de divisions cellulaires qui vont conduire à la génération.
Et on peut aussi revenir en arrière. Moi, il y a un papier que je trouve remarquable de quelqu'un qui s'appelle Eran Meshorer, où pour le coup, là, les méthylations sur les cytosines, ça laisse des traces. Et donc, on peut maintenant non seulement séquencer l'ADN de Néandertal, mais on commence à avoir une prise pour savoir, pour un individu donné, quel était son état de stress quand il était mort, parce qu'on arrive à voir où est-ce qu'il y avait des méthylations sur son génome, et donc on commence même à avoir une idée peut-être des conditions de vie de Néandertal, en tout cas de l'individu qu'on séquence. Ça ouvre encore des perspectives. Merci à tous les trois, c'était passionnant. Merci à vous pour vos questions. Et puis la journée ne fait que commencer, il y a encore plein d'autres débats et de rencontres à découvrir. Merci à vous. Merci.